nous recevons Frédéric Duménil, dit Bouana, médiateur social. Il est l'un des grands frères incarcérés en Guadeloupe. Une histoire tout aussi injuste et révélatrice de la politique policière dans notre pays. Frédéric Duménil, plus connu sous le nom de Bouana, a été remis en liberté. C'est l'un des 7 grands frères qui étaient dans l'affaire liée aux violences commises entre novembre et décembre de 2021 en Guadeloupe, en marge des manifestations sociales anti-obligation vaccinale. Souvenez-vous, nous avions reçu sa sœur Karine Duménil aux médias. L'affaire remonte au 17 janvier 2022. O'Neill, Lilo, Zébris, Bébé, Bouana, Samuel et Didier avaient été arrêtés par le RAID et le GIGN et placés en garde à vue durant 4 jours, à l'issue de laquelle ils ont été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre crimes et délits en bande organisée et extorsion de fonds à l'encontre d'élus locaux et de responsables ou propriétaires de grandes enseignes commerciales placés en détention provisoire, incarcérés et transférés de Guadeloupe vers des prisons de l'Hexagone. Leurs familles et leurs avocats ont toujours dénoncé un dossier vide, des conditions de détention indignes et une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Pour la première fois depuis sa remise en liberté en février dernier, Frédéric Duménil dit Bouana a accepté de se livrer aux médias. Il est avec nous ce soir en visio depuis la Guadeloupe, en compagnie, on va me le confirmer, de son avocat, maître Eddy Arneton. Bonsoir Frédéric Duménil. Oui, bonsoir. Bonsoir Nadia. Bonsoir et merci de me recevoir. Mais merci à vous pour votre confiance. Bon, on va laisser peut-être le temps à votre avocat de se connecter, mais on va commencer. Il est là. Maître Arneton est là. Bonsoir maître, vous m'entendez ? Bonsoir, je vous entends parfaitement. Parfait, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, vous, en ce moment, en Martinique. Pour commencer, moi j'ai juste envie de vous demander, Frédéric, comment vous allez ? Écoutez, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Je suis rentré auprès des miens, je suis rentré chez moi. Et je me sens déjà un peu plus apaisé, un peu plus serein. Pouvez-vous nous rappeler combien de jours vous êtes resté en prison ? J'ai fait 383 jours de détention, dont 3 mois, presque 3 mois en Guadeloupe, 10 mois à Beauvais, et puis quelques jours en Martinique. Wow. Alors vous êtes passé de manière très étonnante, Frédéric, de médiateur social, responsable associatif à gangster, puisque c'est ainsi que le préfet et les médias mainstream vous ont désigné. Comment expliquer cette requalification soudaine ? Écoutez, je trouve ça carrément même inexplicable. Inexplicable. Moi, alors tout le monde me connaît ici en Guadeloupe de par mon métier, donc médiateur social, où j'ai œuvré pour la ville de Baie-Mahault depuis 2010. J'étais également formateur en psychabox à la prison de Basse-Terre et à la prison de Baie-Mahault. Et je suis également président de plusieurs associations qui œuvrent dans le caritatif et dans le social. Donc, passer de l'autre côté de la barrière soudainement, c'est inexplicable et incompréhensible. Oui, alors Maître Eddy Arneton, qui assure votre défense, va peut-être tenter de nous l'expliquer. Il a toujours votre défense, puisque vous avez été défendu par plusieurs avocats, toujours dénoncé un dossier vide. Et pourtant, les accusations sont lourdes. Je le disais, association de malfaiteurs en vue de commettre crimes et délits en bande organisée, extorsion de fonds. Maître Arneton, du coup, je vous repose la question que j'ai posée à Frédéric. Comment expliquer qu'un médiateur social qui a énormément œuvré pour l'île soit aujourd'hui épinglé et traité comme un gangster ? Il y avait un mouvement populaire, une contestation sociale en Guadeloupe à un moment donné. Ce sont des images qui ont été diffusées aussi bien aux Antilles qu'en France hexagonale. Et on a vu un mouvement populaire extrêmement fort. Et on a vu aussi des exactions, puisqu'on a vu qu'il y avait des tirs à balles réelles à l'encontre des forces de l'ordre. Et il fallait une réponse face à cette contestation sociale. On aurait pu s'attendre à une réponse politique avec l'envie peut-être de l'Hexagone de dire voilà ce que nous pouvons proposer à la population guadeloupéenne. Mais pas du tout. Ce qui a été choisi, c'est de judiciariser ce mouvement social et finalement de prendre quelqu'un comme M. Duménil comme une sorte de bouc émissaire afin, d'une part, d'apporter une réponse à la France hexagonale qui regardait tout cela,
pour rassurer peut-être ceux qui ont envie de partir en vacances prochainement, et puis aussi faire peur à la population guadeloupéenne pour dire en fait à cette population que la contestation, voilà comment elle peut être réprimée, et que si c'est Monsieur Duménil qui est connu de tous comme étant un médiateur social et à qui on fait subir un tel traitement, cela pourrait arriver à tout le monde. Je pense que cela n'est possible. Cela n'est possible en fait que si on constate qu'il y a dans ce dossier des relents quelque peu nauséabonds. Je m'explique. La France hexagonale connaît depuis un certain temps et jusqu'à aujourd'hui un mouvement social extrêmement fort. Si on vous disait qu'il y a une cinquantaine de personnes, voire une centaine de personnes qui planifieraient tout cela, vous considériez que c'est stupide et que c'est idiot. Et c'est exactement la même chose pour la Guadeloupe. Cette théorie, elle est parfaitement stupide et cette procédure, elle ne tient pas. Donc, on essaye de vous faire croire qu'il y aurait quelques individus qui auraient planifié la colère sociale. Cela est totalement faux. Et donc, je considère qu'on peut laisser entendre que cela pourrait arriver seulement si on repose tout cela sur une sorte de croyance en une forme de tribalisme qui conduirait à dire que c'est presque à coup de tambour qu'ils peuvent s'entendre et commettre tel ou tel fait. Lorsqu'on regarde ce dossier, on a dit au juge au moment où on a plaidé pour la remise en liberté de M. Duménil, vous avez deux solutions. Soit vous considérez que ce dossier est politique, soit vous considérez que c'est un dossier de droit commun. Si c'est un dossier de droit commun, vous devez avoir des éléments dans votre procédure, des éléments suffisamment tangibles, puisque si vous l'accusez d'exaction ou alors de détournement ou de tentative d'extorsion, vous devez pouvoir apporter ces éléments-là. Si vous n'avez pas ces pièces-là dans votre procédure, c'est que vous êtes dans le cadre d'un dossier politique. À mon sens, nous sommes dans le cadre d'un dossier politique parce que ce dossier, il est extrêmement faible. Les éléments, quand on ouvre cette procédure, vont à l'encontre de cette stratégie de communication qui nous a été vendue par le parquet de Pointe-à-Pitre, qui est pour le moins scandaleuse. Et d'ailleurs, vous avez obtenu la remise en liberté de Frédéric, précisément parce que ce dossier est vide, mais pour autant l'affaire continue, puisqu'il y a une phase de jugement qui se prépare. On a obtenu la remise en liberté de M. Frédéric Duménil, mais il faut savoir que le lendemain de la remise en liberté de M. Duménil, le parquet de Fort-de-France a décidé de saisir le juge d'instruction pour le renvoyer en France hexagonale. Il a fallu se rendre de nouveau devant la chambre de l'instruction pour empêcher cette ignominie. Donc, cette affaire, elle se poursuit, mais s'agissant de M. Duménil, je souhaite que nous terminions cette instruction, que nous aboutissions à une ordonnance de non-lieu. Si ce n'est pas une ordonnance de non-lieu et que nous allons jusqu'à la phase de jugement, c'est la relaxe que nous allons solliciter. On ne peut pas, d'une part, salir quelqu'un qui est connu de tous en Guadeloupe comme étant investi socialement, salir cette personne de cette façon-là, et puis ensuite l'incarcérer, la priver de ses liens familiaux, l'envoyer jusqu'en France hexagonale et pour couronner le tout, condamner cette personne ensuite. Vous avez un dossier qui est, à mon sens, une sorte de bricolage judiciaire scandaleux et couplé avec une communication excessive du parquet de Pointe-à-Pitre. Oui, vous l'avez rappelé, Frédéric Duménil a été transféré donc, de la Guadeloupe vers la France hexagonale, puis transféré dans une prison en Martinique. Il a été d'abord transféré à Beauvais. D'abord, il a été incarcéré en Guadeloupe, puis il a été transféré à Beauvais le jour où il devait rencontrer sa compagne. Puis de Beauvais, lorsque nous avons dû nous rendre devant la chambre de l'instruction, on l'a transféré en Martinique le temps de l'audience. Et heureusement pour nous, cette audience s'est bien terminée. Frédéric Duménil, nous avions reçu votre sœur ici, Karine, qui a milité sans relâche pour votre remise en liberté ainsi que celle de vos camarades. Elle a évoqué des conditions d'arrestation et de transfert en prison dans des conditions inhumaines. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Ouais. Alors déjà, je tiens à remercier ma sœur du plus profond du cœur parce que ma sœur, c'est une vraie combattante, c'est une vraie guerrière et elle a mis sa vie en stand-by pendant 1 an pour moi, pour son frère. Donc, je l'embrasse très fort et je l'aime très fort. Et effectivement, mes conditions de détention étaient vraiment très précaires. Quand je suis arrivé, alors déjà pour commencer au tribunal... Déjà, même au moment de votre arrestation, qui était inattendue pour vous, puisque vous
Vous clamez votre innocence depuis le début. Ah bah oui, déjà mon arrestation, le GIGN et le RAID m'arrêtent à 6 h du matin devant une boulangerie, où pendant que je suis plaqué au sol, j'entends qu'ils disent que je suis armé alors que je n'ai jamais eu d'arme. Finalement, un passant qui faisait son jogging a filmé la scène. Ils voulaient lui récupérer son portable, car il avait vu qu'ils avaient envoyé une arme à mes pieds. Donc finalement, ils ont conclu en disant que non, c'est l'arme du collègue qui était tombée. Bon, j'ai trouvé ça quand même un peu aberrant. Arrivé en garde à vue, tous les autres dormaient au commissariat de Pointe-à-Pitre et moi, on me mettait dans une gendarmerie à Petit-Bourg, qui est une gendarmerie pour moi insalubre. Donc, toilette à la turque, bouchée, pas de lumière, mes repas ne m'étaient pas donnés. Mes repas servaient à coincer la porte du commissariat. Arrivé après au tribunal, je rencontre le juge d'instruction qui me dit qu'il n'a pas lu mon dossier, mais qui me met en examen. Je rencontre après la JLD qui me dit pareil, qu'elle n'a pas lu mon dossier, mais qu'elle m'incarcère à Baie-Mahault. Donc, je suis incarcéré à Baie-Mahault. Et au lieu d'aller aux arrivants, on me transfère directement au SMPR, au quartier psychiatrique de la prison, alors que je n'ai aucun problème psychologique ni psychiatrique. Vous êtes resté 62 jours là-bas, c'est ça? Je suis resté 62 jours là-bas, oui. Alors qu'il m'avait dit que je serais resté que 7 jours. Je suis resté 62 jours. Et il faut savoir que le quartier psychiatrique, c'est aussi le quartier où on mettait les détenus atteints de Covid. Donc, j'en ai côtoyé 34 en tout. Ce qui m'a valu d'attraper le Covid, moi, 3 fois. Problème de cœur, problème de tension artérielle. Et finalement, à l'époque, le directeur de la prison lui refuse de m'amener à l'hôpital et refuse de me soigner. L'avocat de l'époque fait un référé. J'ai été donc voir le cardiologue qui, lui, a fait un rapport, et également le médecin de la prison, en disant que les problèmes de cœur que je rencontre maintenant sont dus à mes conditions d'incarcération. De retour au centre pénitentiaire après la consultation, j'ai été placé directement à l'isolement pendant 1 mois. Et 30 minutes avant de rencontrer ma compagne pour mon premier parloir, parce qu'il faut savoir que j'avais contact avec personne pendant 3 mois, 30 minutes avant, j'étais transféré manu militari à Beauvais. Ouais, donc vos droits ont été complètement bafoués. Alors votre sœur, votre famille et vos amis ne sont pas les seuls à avoir appelé à votre remise en liberté. Les élus locaux ont également demandé qu'un procès équitable vous profite, comme tout à chacun. Et c'est le cas du député Olivier Servat que nous avons reçu ici aux médias. On l'écoute. Ce que je réponds à la sœur de Bouana, Karine, c'est déjà courage en tant que famille et que j'espère que la justice de mon pays est une justice impartiale et qu'elle fera le tri entre le bon grain et l'ivraie et que ces personnes, dans la mesure où elles n'ont rien fait, seront innocentes et libérées parce que ça fait longtemps maintenant que celles-ci sont éloignées de leur famille, éloignées de leur travail, éloignées de leur liberté et ça fait mal. Frédéric, c'est ce large soutien donc de la société civile et des politiques qui vous a aidé à tenir, j'imagine. Alors oui, ce large soutien de la société et puis des politiques, mais aussi le soutien de ma famille, de mes proches, de mes enfants, de tous mes enfants, de mes nièces, etc. Et surtout la venue de Maître Arneton dans ce dossier. Ironiquement, je veux dire, moi je l'appelle le génie parce que c'est vraiment grâce à lui et grâce au soutien que j'ai eu que je suis dehors aujourd'hui. Il est venu me voir à Beauvais, il a bien vu mes conditions de détention, pardon. J'ai subi 53 fouilles à nu. Je changeais de bâtiment tous les 3 mois. J'étais surveillé 24 heures sur 24. Les personnes que j'ai rencontrées là-bas, eux, me disaient que j'ai sûrement fait autre chose pour avoir ce régime-là, puisque d'autres détenus qui étaient là pour des choses quand même beaucoup plus graves, donc on parle de meurtre, on parle d'autre chose, n'avaient pas ce régime-là. Donc tout le monde se posait certaines questions. Et donc, oui, le soutien que j'ai eu, que ce soit de ma famille, de Maître Arneton et des politiques, m'a vraiment aidé à tenir, quoi. Maître Arneton, vous avez pu obtenir la remise en liberté de Frédéric Duménil. Sur quel fondement? Puisque une demande avait déjà été formulée, sauf erreur de ma part, par l'avocate qui vous a précédé. Comment vous avez réussi à convaincre les juges? Alors, vous avez entendu l'homme politique qui vient de s'exprimer. Et il y a plusieurs hommes politiques qui se sont exprimés dans la presse. Et ces hommes politiques étaient supposés être des victimes d'une tentative d'extorsion commise par M. Duménil. Cette expression publique, on l'a mise en avant le jour de l'audience. On a mis en avant aussi un certain nombre de points qui sont techniques,
qui, me semble-t-il, ne peuvent pas être non plus dévoilées ici, puisqu'il s'agit de choses qui sont soumises au secret de l'instruction. Néanmoins, je dirais que les insuffisances du dossier ont été pointées du doigt. Ça a été le gros travail qui a été fourni. Et enfin, il y a eu un deuxième volet qui est celui de la personnalité, où on a proposé un projet concernant M. Duménil, en expliquant qu'il restait de toutes les façons à la disposition de la justice française, et il restait tant et si bien à la disposition de la justice française que sa volonté était d'obtenir son innocence totale et qu'on lave son nom, parce qu'il y a quelque chose qui est insupportable pour M. Duménil, c'est que subitement, qu'on l'ait qualifié de chef de gang. Donc, voilà les éléments qui ont été mis en avant. Naturellement, tout ne peut pas être ici, puisque c'est couvert par le secret d'instruction. Alors, maître, je ne crois pas que vous assurez pas la défense des autres grands frères, mais peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus. Est-ce que certains sont encore incarcérés, d'autres remis en liberté? J'assure la défense d'un autre grand frère qui avait été surnommé le boss de Basse-Terre, puisqu'il faut naturellement donner des noms sensationnels à chaque personne qui est incarcérée, qui a été remise en liberté. Il y reste encore 3 ou 4 personnes qui sont incarcérées, mais je préfère ne pas me prononcer sur des personnes que je ne représente pas. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez peut-être nous indiquer, maître, les prochaines échéances judiciaires? Les prochaines échéances judiciaires concernant M. Duménil, c'est peut-être éventuellement qu'ils seront entendus de nouveau par le magistrat instructeur. Il y a des demandes qui ont été formulées par la défense de M. Duménil et nous attendons un certain nombre de réponses. Et puis, on attend naturellement l'ordonnance qui va être rendue par le magistrat instructeur. Est-ce qu'il s'agira d'une ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement ou est-ce qu'il s'agira d'une ordonnance de non-lieu? Alors, Frédéric Duménil, je vous pose du coup la question à vous. Vous avez des nouvelles de vos camarades, des 6 autres grands frères? Comment ils vont? Non, bah, écoutez, j'ai pas de nouvelles du tout. Je suis en contrôle judiciaire, donc j'ai interdiction de rentrer en contact avec eux. Et dans tous les cas, bah, j'espère qu'ils tiennent bon. Je leur envoie beaucoup de force et beaucoup d'énergie positive parce que je suis passé par là, je sais ce que c'est. Par les médias, j'ai su que la fille d'un des grands frères était très, très, très malade en Martinique et qui devait aller la voir à l'hôpital pendant 2 semaines à la demande du médecin. Donc le magistrat réagit très rapidement, l'a autorisé, mais malheureusement les escortes n'ont pas suivi, donc il l'a vu que 2 heures. Elle se rétablit et voilà. Donc cette histoire-là a touché toutes nos familles, nos enfants. Il y a pour moi clairement un déni d'humanité, clairement un déni d'humanité. Alors pas que pour notre affaire à nous, je parle aussi de l'affaire de Clodo, je parle des 7 d'Océanis, je parle de l'affaire d'Edwin, je parle du chlordécone. Je crois qu'il y a vraiment un déni d'humanité concernant les Outre-mer. Merci beaucoup Frédéric Duménil. J'ai une dernière question. Comment on fait pour se reconstruire après avoir vécu un calvaire comme celui que vous avez décrit, 53 fouilles à nu, 62 jours mis à l'isolement, enfin non, pardon, dans une cellule donc psychiatrique, de l'isolement. Comment on fait? La reconstruction, elle se fait petit à petit, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la personne que j'étais quand je suis rentré au centre pénitentiaire de Beauvais, enfin la personne qu'on a décrite, donc la fiche pénale qui m'était attribuée, quand je suis parti de Beauvais, j'ai eu presque un comité de départ de certains surveillants, de capitaines de gradés qui m'ont dit, écoute, tiens, bon, reste la personne que tu es, parce que la fiche pénale qu'on nous a présentée, c'est pas du tout la personne qu'on a eue pendant 10 mois à Beauvais. Donc déjà, moi, ça me permet déjà de me conforter, de me dire finalement, ils voient bien que tout ça, c'est vraiment du n'importe quoi, et que le parquet de Pointe-à-Pitre a peut-être juste voulu gonfler cette affaire. Et j'ai ma famille autour de moi, j'ai mes enfants que j'aime du plus profond de mon cœur, j'ai beaucoup de soutien autour de moi qui me permettent de tenir bon et de me reconstruire petit à petit. J'ai repris mes activités professionnelles, j'ai repris mes activités associatives et je vous dis, tout ça suscite un engouement en Guadeloupe, en Martinique, et les personnes qui me connaissent ont bien compris que j'ai été pris dans une tourmente, j'ai été pris dans une mascarade, dans une cabale, et que la personne qu'ils ont connue, je resterai cette personne-là puisqu'ils ont réussi à enfermer mon corps, mais ils n'enfermeront jamais ma tête et mon cœur.
C'est très fort. Merci beaucoup Frédéric Duménil, dit Bouana, et merci également à vous, maître et dit Arnoton. Que justice soit faite, courage à vous dans ce long combat judiciaire.